Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec Mila Pecheux, fondatrice de la société My Aesthetic Travel, qui propose des soins pré- et post-chirurgie esthétique. C'est après une opération aux suites compliquées que Mila a décidé de créer une formation pour les pros, infirmières et kinés notamment, dédiée à la préparation et au suivi physique et émotionnel de ce type d'intervention. Ensemble, nous parlons de ce qu'on peut attendre du bistouri, du choix de son ou de sa chirurgienne et des questions à lui poser pour ne pas se sentir seule avec ses doutes, ses douleurs une fois rentré chez soi, de liposuction et de taille de pantalon, de ce qu'est une intervention réussie et de ses bénéfices sur l'image de soi. Micro. Bonjour Mila et merci de me recevoir pour cet entretien. Nous nous sommes croisés au salon Les Nouvelles Esthétiques sur le stand de votre société My Aesthetic Travel que vous avez récemment rebaptisé, ça s'appelle Medcare, et qui propose des soins pré- et post-chirurgie esthétique. Et ce sont les suites compliquées d'une opération que vous avez fait en 2009, je crois, qui sont à l'origine de votre intérêt pour le sujet, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup Isabelle pour cette invitation. Je vous en prie, vous pouvez un peu nous raconter donc ce qui s'est passé Oui, bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, on est un centre de perfectionnement technique et une conciergerie esthétique qui permet la mise en relation pour le suivi en fait post-intervention des patients en chirurgie plastique. Et effectivement, c'est ma propre histoire qui m'a amenée ici, puisqu'il y a 17 ans, j'ai réalisé une intervention où je n'ai malheureusement pas eu de préparation. Et vous pouvez nous préciser quelle intervention c'était ? C'était une liposuction. D'accord. Voilà, okay. Une liposuction du corps. Et effectivement, j'ai pas eu de préparation, ni physique, ni émotionnelle, ni psychologique finalement. Oui. Et pareil pour le post-opératoire, j'ai été plutôt abandonnée après mon intervention et je me suis dit que c'était pas possible que les femmes puissent subir ce type d'abandon. Donc j'ai décidé d'enquêter effectivement en France, puis en Europe, et puis jusqu'à poser mes valises en Amérique latine. Est-ce que vous travaillez déjà dans le secteur quand vous avez fait cette intervention ? Pas du tout. Alors moi j'étais partie pour une carrière juridique. D'accord. Donc absolument rien à voir. Par contre effectivement c'était vraiment un appel de l'âme. Oui. J'avais vraiment besoin de ne plus laisser aucune femme se retrouver dans cette situation. Oui. C'était pas possible. Parce que vous avez vraiment souffert. C'était une liposuction à quel endroit ? Sur le bas du corps ? C'était une liposuction au niveau des cuisses et du ventre. Oui. Et effectivement il y avait énormément de douleurs. J'avais pas été préparée à ça, j'avais pas eu d'informations sur comment le soulager, qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement après, et puis le chirurgien ne répondait plus, ni l'équipe médicale, et j'avais juste un rendez-vous à 1 mois post-opératoire. C'était trop long, j'avais beaucoup trop de questions à ce moment-là, une perte de sensibilité dans certaines zones, je savais pas s'il fallait que je retire ou pas ma gaine de compression, et puis je ne voyais pas de résultat aussi. Oui. Donc c'était un peu tôt peut-être, mais en tout cas, vous souffriez. Oui, et puis j'avais pas l'information des étapes du parcours finalement. Et comment vous l'aviez trouvé le chirurgien ? Alors c'est une très bonne question, c'est que j'avais fait justement confiance, et c'est bien ça le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire à une amie qui avait fait une autre intervention, qui avait rien à voir avec la mienne, et je me suis dit à un moment donné, non, c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire confiance parce qu'une amie a été réaliser une intervention quelque part, mais plutôt parce que le chirurgien, c'est sa spécialité. Voilà. Et je me suis dit, comment on fait finalement pour trouver un chirurgien spécialisé dans ce dont on a besoin ? Oui. Et là, finalement, a commencé à se mettre en place des solutions finalement à apporter à toutes ces femmes qui souhaitaient, qui avaient peut-être même juste l'idée et pas encore le projet clair, mais peut-être d'accompagner avant finalement. D'accord. Pour éviter les problématiques, les dérives et puis les complications. Et autour de vous, à l'époque, il y avait des gens qui avaient recouru à la chirurgie esthétique ou c'était éloigné aussi de votre milieu, de votre... En 2009, c'était tabou déjà. Oui. C'était tabou en 2009. Par contre, effectivement, on avait des personnes... Et enfin, je pense que les femmes s'en parlaient à partir du moment où il y en avait une qui, finalement, décidait de dire, de se confier sur son intimité. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai eu une amie qui a souhaité être accompagnée, enfin, qui souhaitait en
tout cas à avoir des solutions. Et moi, j'étais déjà passée par là et j'avais dit non, fais pas la même erreur, cherche vraiment un spécialiste à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que, juste je fais la petite parenthèse, c'est vrai que souvent les chirurgiens ont effectivement une spécialité, mais ils se présentent quand même comme polyvalents, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que, sauf sur le site, sauf s'ils sont spécialisés visage et cou, voilà. Mais sinon, après, ils disent non, mais moi je peux tout opérer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours évident, même quand on fait une recherche, de trouver. Alors après, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui facilitent, où on voit sur les avant-après, même si on peut voir qu'ils traitent plus volontiers une partie du corps. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que je referme la parenthèse, c'est pas toujours évident. Et du coup, mais ça c'est un vrai sujet par contre. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre accompagnement, il va aussi permettre à des femmes de savoir réaliser une bonne consultation avec un chirurgien. Ouais, parce qu'il y a des questions, effectivement, il y a des questions qui sont comment dirais-je, essentielles, où elle doit justement pouvoir comprendre quel est son parcours. Quelle est sa formation? Est-ce qu'il est bien inscrit à l'ordre déjà des chirurgiens? Ça faut... Sur quelle technologie et technique il utilise? Et puis surtout, vraiment, quelle est sa spécialité? Parce qu'ils en ont tous une. Et puis, si jamais même, effectivement, ils réalisent plusieurs interventions, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y en a une qui va revenir davantage. Voilà. Et je pense que ça, c'est la spécialité à ce moment-là. C'est un indice, exact. Voilà. Vous n'aviez pas posé énormément de questions la première fois, du coup, vous y étiez allé... Oui, effectivement, j'ai fait confiance en fait. Ouais. C'est comme quand on va chez le docteur, on nous donne un diagnostic, on fait confiance et ça a été aussi finalement un apprentissage parce qu'aujourd'hui, on conseille fortement de ne pas voir un seul plasticien, mais d'en voir plusieurs pour vraiment comparer. Voir comment on se sent, qui est à l'aise avec les questions aussi qu'on lui pose, ça c'est très important. Mais effectivement, oui, j'ai fait confiance la première fois et parce que si j'avais eu peut-être des informations pour savoir comment choisir son chirurgien, j'aurais été peut-être satisfaite en tout cas de ma prise en charge. Oui, puis peut-être que si vous aviez posé certaines questions et que vous aviez senti peut-être son impatience, parce que ça c'est un indice, je pense que quand un chirurgien s'énerve un peu parce que on lui pose trop de questions, on se dit voilà, tant pis pour lui en fait, mais c'est un indice qu'il faut peut-être pas continuer avec lui. Mais complètement d'accord, et il y a aussi un sujet qui est important, c'est que une femme, quand elle décide de faire une chirurgie esthétique, c'est pas un acte isolé. C'est quelque chose qui est réfléchi depuis longtemps, il y a un complexe derrière, et pour beaucoup, elles économisent longtemps, et c'est un vrai projet de vie. Donc il se doit d'être accompagné. Parce qu'il va changer son rapport à elle-même, il va lui donner beaucoup de confiance, et si on est abandonné ou que l'expérience se passe mal, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas toute sa vie. Oui, c'est sûr. Mais du coup, quand vous y êtes allé, vous aviez un réel complexe, mais le fait que la suite se passe mal, est-ce que ça n'a pas vraiment changé le rapport que vous aviez à votre corps? Est-ce que c'était un petit peu déceptif Bien sûr, complètement. J'ai pas eu les résultats escomptés, mais parce que peut-être j'avais pas eu les informations de la faisabilité aussi du projet, de comment, qu'est-ce que finalement, à quoi je pouvais m'attendre. Parce que peut-être que aussi, à un moment donné, on a des exigences qui sont beaucoup plus importantes que la réalité. Oui. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Vous aviez l'impression que ça allait complètement transformer votre apparence physique ? Je pense que oui, effectivement, j'avais des attentes, et puis surtout au niveau de la douleur, je ne m'attendais pas du tout. On m'a dit que j'allais pouvoir reprendre le travail au bout d'une semaine, ce qui était complètement faux. Et puis, il y a aussi un sujet aujourd'hui dont il faut parler, c'est qu'on est presque 90% de femmes à réaliser de la chirurgie esthétique, et on est opéré par 90% d'hommes qui encore n'ont même pas fait de chirurgie. Donc c'est toujours très intéressant de mettre une mesure dans la douleur, alors que finalement on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Donc oui, il y a un vrai sujet sur l'accompagnement, sur l'information, et puis peut-être sur la réalité des attentes qu'on peut avoir. Voilà. Vous, avec le recul, vous dites mais j'en attendais trop. Vous en attendiez quoi? Une autre silhouette, plus mince, plus...
Non, je pense que c'est juste que les différentes étapes du parcours m'ont pas été expliquées. Et je pense que s'il y avait effectivement cette compréhension sur la patience, sur le parcours, sur comment finalement le corps va évoluer sur le temps, sur peut-être la technique qui avait été utilisée, sur finalement c'est pas juste un acte isolé, mais ça va être un nouveau mode de vie qu'il va falloir adopter aussi derrière. Oui. Il y a des vrais conseils, la marche, s'hydrater, s'alimenter de manière efficace pour réduire l'inflammation, voilà, peut-être aussi et certainement avoir des compléments alimentaires qui viennent aider la récupération et également la reconstruction tissulaire. Il y a tellement d'éléments aujourd'hui, c'est important d'accompagner de manière holistique, vraiment 360. Ouais. Et donc, à la suite de ça, vous êtes parti à l'étranger parce que tout à coup, ça vous a donné envie de travailler dans le secteur et en tout cas d'aller chercher des solutions, des réponses. Oui, parce que effectivement, je me suis retrouvée perdue et je me suis dit, je ne dois pas être la première à faire de la chirurgie, évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en train de traverser la même chose. Parce que j'avais quand même été opérée pas par n'importe quel chirurgien, par un chirurgien qui était quand même assez renommé à cette époque. Oui. Donc j'ose imaginer, il y avait aussi toutes ces femmes, faut pas l'oublier, qui partent à l'étranger s'opérer. Donc je pense que c'est aussi à ce moment-là un vrai sujet au niveau de l'abandon. Et je me suis dit, oui, il doit y avoir des solutions, il faut aller chercher. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le nombre de chirurgiens présents en France, quelle technique, quelle technologie, combien de blocs opératoires. Et je pense que je suis assez curieuse dans la vie. Et je vais au bout des choses et j'avais besoin d'aller enquêter sur ce qui se passait. Ailleurs aussi. Oui, aussi ailleurs, effectivement. Donc, effectivement, j'ai voyagé donc, au Brésil, au Mexique, au Venezuela, au Panama, et j'ai décidé de poser mes valises en Colombie. D'accord. Oui, en Colombie, parce qu'en Colombie, il y avait déjà toute cette prise en charge, on va dire entre guillemets, l'importance de lier la technique, la technologie. Et puis on commençait à avoir l'émergence de chirurgiens qui étaient beaucoup plus orientés sur tout ce qui était autour de l'harmonisation globale de la silhouette. Donc pas juste, par exemple, c'est pas juste réaliser une liposuction dans un endroit particulier, mais plutôt voir la silhouette de manière entière en fait. D'accord, donc c'est-à-dire concrètement prélever de la graisse là où il y en a trop et là où ça dérange la patiente et éventuellement la réutiliser ailleurs sur le corps pour modeler le corps. Éventuellement, oui, effectivement, parce que si on prend un exemple, quand on a du tissu gras évidemment en excès sur les flancs, vous pouvez avoir des chirurgiens qui vont juste se focaliser sur cette zone-là, alors que finalement il peut y en avoir aussi au niveau du dos, donc c'est dommage de faire que cette partie-là alors que ça peut être disgracieux et effectivement pouvoir aussi réinjecter. Ils étaient très en avance sur les techniques et les technologies par rapport à l'Europe. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de rester. Et à cette époque-là, j'ai connu des chirurgiens qui n'étaient pas encore renommés, qui le sont aujourd'hui, et avec qui, effectivement, on a développé cette prise en charge holistique, donc vraiment avec tout ce qui était autour de l'intervention, donc tout le périopératoire, donc l'accompagnement avant l'intervention avec les drainages lymphatiques, le post-opératoire pour soulager et réduire les complications, évidemment, qui étaient... Et l'œdème. Et l'œdème qui fait partie effectivement, comme le séroma, des complications qu'il peut y avoir et qui peuvent impacter directement les résultats. Et puis aussi tout ce qui était autour du massage cicatriciel, mais vraiment de la prise en charge et aussi émotionnelle, parce qu'on a inclus avec les années les neurosciences aussi. De quelle manière? Vous avez un exemple? Oui, bien sûr. En fait, on a la chance avec la conciergerie de faire intervenir dans le parcours des patients des professionnels en neurosciences, PNL, pour accompagner avant, pour permettre justement aux patients, grâce à des séances, de réduire le risque d'anxiété lié à l'intervention. On a toute peur de passer au bloc. C'est logique, je pense. Voilà, et on s'imagine beaucoup de choses. Le cerveau nous emmène sur des étapes qui vont certainement même jamais arriver. Et puis sur le post-opératoire, pour les troubles dysmorphophobiques, des fois on a du mal aussi à accepter l'évolution du corps, le changement, on ne le voit pas tout de suite parce qu'on a décidé de réaliser une intervention. C'est pas comme aller à la salle de sport pendant 1 an, par exemple, si on veut se muscler. Le corps comprend qu'il y a des efforts qui sont faits au quotidien. Là, avec l'intervention, le corps subit une transformation que l'esprit ne suit pas toujours. Oui, n'a pas intégré. Exactement. Donc ça, la PNL et les neurosciences ont eu un impact
portant, et puis aussi dans la gestion de la douleur au post-opératoire. Oui. Et donc vous avez décidé de mettre en place une formation qui était plutôt destinée donc à tous les gens qui étaient quand même un peu dans le paramédical, oui, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut avoir des bases solides en anatomie, comprendre le système lymphatique, le circuit sanguin. Donc effectivement, et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'infirmières, de kinésithérapeutes dans notre réseau, et spécialistes du drainage lymphatique, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie spécialité. Elles sont en capacité d'accompagner et d'avoir par leur, on va dire, leur expertise déjà, une infirmière sait reconnaître l'évolution d'une cicatrisation. Donc elle est parfaitement à son endroit. À sa place. Une kiné aussi. Une kinésithérapeute, bien sûr, aussi. Oui, parce que souvent, les kinés, ils travaillent sur la cicatrisation. Ils ont parfois avec des machines, parfois avec leurs mains. Bien sûr, puis sur le drainage lymphatique aussi. Ils savent prendre en charge. Ils ont souvent, d'ailleurs, la technique Voder pour certains. Là, ce qu'on apprend, nous, c'est une prise en charge spécifique à la chirurgie plastique, spécifique à ce qui se passe au bloc opératoire, aux technologies qui sont utilisées pour comprendre comment adapter le plan de traitement derrière. Sur votre site, on a l'impression qu'il y a que vous ne formez que des femmes. C'est un choix ou non mais Alors c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas que des femmes, même si on est 90% à... Oui, il y a aussi 90% de femmes en périopératoire, figurez-vous. Donc en fait, il y a des hommes aujourd'hui, on a des infirmiers, on a des kinésithérapeutes qui s'intéressent, et puis il y a aussi de plus en plus d'hommes qui réalisent des chirurgies aujourd'hui. Oui, bien sûr. Déjà, la chirurgie la plus réalisée dans le monde, c'est la blépharoplastie, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes. C'est la chirurgie des paupières, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus avec l'évolution des technologies, des hommes sur l'abdominoplastie, le six-pack aussi. Oui. Alors le six-pack, c'est les fameuses plaquettes de chocolat au niveau des abdos. Voilà. Donc là, typiquement, c'est là où on peut aller retirer de la graisse à un endroit pour le remettre, pour faire croire qu'il y a des abdominaux, mais il n'y en a pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis maintenant, on peut même retravailler sans réinjecter de tissu gras le six-pack, juste en lipoaspirant autour des abdos que le patient a déjà. Exactement, pour les faire ressortir. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui, mais il faut suivre parce qu'il y a des nouvelles techniques tout le temps, des nouvelles technologies au service de l'esthétique. Et finalement, derrière, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner le patient dans toutes ces étapes. Surtout que ce type d'intervention est peut-être plus risqué aussi, dès qu'on fait ce qu'on appelle toutes les interventions de haute définition, c'est ça qui font qu'il y a peut-être des suites un peu plus importantes qu'une lipo classique par exemple. En fait, je pense que tout dépend des recommandations, de la responsabilité aussi du patient. Parce que pour moi, le chirurgien fait 50% du travail, donc il fait le bon diagnostic, il choisit la bonne technique, la bonne technologie. Et derrière, le patient, il a 50% effectivement de responsabilité, c'est-à-dire... D'engagement, quoi. Exactement. C'est-à-dire c'est un travail d'équipe. Il doit réaliser un travail d'équipe et aussi se prendre en charge, c'est-à-dire suivre les recommandations et mettre toutes les chances de son côté pour comprendre que c'était pas un acte isolé mais que c'est vraiment un chemin finalement. Oui. Et alors en fait vous proposez des protocoles, mais j'imagine que le chirurgien ou la chirurgienne doivent être d'accord et le valider. Pour que les choses marchent bien, il faut qu'il y ait une adhésion aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi je me rappelle quand on a commencé la prise en charge des patients en France, ça fait maintenant presque 8 ans. Oui, 8-9 ans, il n'y avait aucun chirurgien qui voulait nous confier ses patients. Oui. Et puis au fil du temps, ils ont compris qu'on ne pouvait plus laisser le patient souffrir dans son lit en position latérale de sécurité et attendre, le premier rendez-vous qui avait lieu à une semaine ou à un mois. Oui. Aujourd'hui, il y a des solutions. Il faut effectivement mobiliser les liquides stagnants pour éviter d'avoir de l'inflammation prolongée ou voire même des œdèmes. Et puis surtout, ça soulage énormément le patient. Oui. Et puis on évite aussi tout ce qui est autour de la surproduction de fibrose cicatricielle. Là, ça va impacter directement les résultats. Donc on va avoir des irrégularités qui vont compromettre le résultat. Donc quand le chirurgien a commencé à prendre en considération ces points-là qui pouvaient être finalement une vraie combinaison avec le travail qui était fourni par le professionnel périopératoire, finalement là aussi c'est un vrai travail d'équipe. Oui. Okay. Et pour l'intérêt du patient. Ben oui. Et de la réputation du chirurgien aussi. Eh oui.
Alors, ça consiste en quoi un protocole de soins avant-après chirurgie? J'imagine que ça dépend, on peut donner un ou deux exemples, mais ça dépend de la zone du visage ou du corps qui va être opéré. Oui, alors... Parce qu'on se demande, pardon, il y a quelque chose à faire avant une rhinoplastie par exemple? On n'a pas l'impression que là, il y aurait beaucoup de préparation ou... Eh bien, figurez-vous que si, en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne sur le plan lymphatique, dans un premier temps. Parce que, en fait, le drainage lymphatique avant une intervention, il va aider le corps à se libérer de ses toxines, de ses déchets, de liquides évidemment stagnants qui vont déjà être présents. Il va permettre de booster le système immunitaire. Donc c'est quand même pas rien avant une intervention. Et puis il y a aussi l'aspect émotionnel. La chirurgie au niveau du nez, du visage, ça peut être très difficile à gérer après l'intervention parce que c'est quand même important. Le nez est au centre du visage et d'ailleurs dans cette intervention on a souvent des troubles dysmorphophobiques parce que c'est difficile d'accepter ce changement. On met du temps. C'est l'intervention la plus délicate sur le visage en tout cas. C'est sûr qu'il y a d'ailleurs des réopérations, je ne sais plus combien de pourcentage de réopérations. Et les chirurgiens d'ailleurs disent vous aurez peut-être besoin de retouches parce qu'on sait que, pas seulement au niveau fonctionnel, mais vraiment au niveau de l'acceptation par le patient que tout à fait. C'est pas si évident que ça, même quand l'intervention est dite réussie, techniquement réussie, elle peut ne pas satisfaire le ou la patiente. Exactement. Le patient avait l'habitude de se voir dans le miroir. Là, il y a une modification. Le visage déjà a des asymétries. Donc effectivement il y a un vrai impact psychologique à ne pas négliger sur la rhinoplastie. Puis après sur le post-opératoire, une rhinoplastie, alors il y a des nouvelles technologies aujourd'hui, on entend beaucoup parler de rhinoplastie ultrasonique, mais néanmoins il y a quand même de l'inflammation et ça permet si vous voulez de récupérer rapidement des enflets et n'oublions pas que le visage c'est pas comme le corps, on peut pas se cacher à l'aide de vêtements. Donc c'est vraiment le masque social. Donc on a envie rapidement de revenir, d'aller chercher sa baguette de pain sans être regardé de côté. Donc voilà, ça c'est important. Donc voilà, on a effectivement toute la prise en charge pré et post-opératoire. Et sur les autres interventions, en fait, finalement, il y a toujours un peu cette idée du drainage lymphatique avant et après du drainage aussi et le travail de la cicatrice. Mais je me disais que au niveau du visage, par exemple, avant un lifting, en discutant avec des masseuses aussi, elles disaient avant un lifting, c'est aussi bien de faire un massage profond des tissus et pas forcément un drainage lymphatique, ou en tout cas pas uniquement un drainage lymphatique. Oui, on prépare évidemment les tissus. Et puis il y a aussi surtout, nous on a une dimension dans le protocole préopératoire où on prépare aussi émotionnellement. Oui, c'est ce que vous disiez. Et ça change tout. Ça change tout pour la récupération parce qu'à partir du moment où on arrive à donner des conseils, en fait ce qui se passe souvent c'est qu'on a envie de faire une intervention en tant que femme et on est tout de suite en train d'attendre le résultat final en se disant ouais j'y vais et en fait on oublie une étape. C'est l'étape de la réalité, c'est-à-dire des suites opératoires, donc de la douleur, de l'inflammation, de l'inconfort, du retour aussi à la maison où on est seul. Tout ça là, c'est vrai que c'est important et c'est pour ça que les experts que nous formons, on les forme aussi à comprendre cette prise en charge et à transmettre des clés pour favoriser la réussite. Parce qu'une personne avertie, nous on l'a vu, on accompagne plus de 8000 patients par an dans 27 pays, on sait qu'aujourd'hui, quand elles sont préparées, en fait, psychologiquement et émotionnellement, c'est pas pareil, elles savent déjà ce qui va arriver. Donc finalement, elles sont tellement préparées à avoir mal que finalement la douleur, elle passe parce qu'on s'attendait à avoir plus, tellement on a été préparé finalement. Elle a les éléments en main d'information, donc c'est plus facile de se dire bon là c'est normal. Ça fait ça mais c'est normal, ça, dans 3 jours ça ira mieux. Enfin, c'est ça. Voilà, on suit. La perte de sensibilité par exemple, le fait d'avoir des petites décharges électriques parce que forcément on a eu des tissus, des nerfs sectionnés par soit le passage de la canule ou du bistouri. Donc ça aussi ce sont des éléments qui sont importants. Ouais. Et je pensais aussi, comme il y a quand même un recours assez important à la médecine esthétique et à différents
produit injectable, est-ce que aussi vous avez un protocole qui prend en compte, par exemple, parce que les chirurgiens eux-mêmes disent que parfois c'est compliqué, par exemple, de faire un lifting à quelqu'un qui a eu énormément peut-être d'acide hyaluronique sur un certain nombre d'années, même si c'est un produit qui se résorbe et tout ça, qu'il peut y avoir des fibroses. Vous avez, vous, un protocole peut-être particulier quand il y a eu un recours assez régulier à la médecine esthétique avant ou... Alors nous, on est vraiment focalisé sur la chirurgie plastique. Oui, bien sûr, mais quand il y a eu de la médecine esthétique, parfois ça peut un peu bousculer l'intervention de chirurgie, non ? Les chirurgiens ne vous le disent pas spécialement. Non, par contre, c'est vrai qu'on a maintenant des demandes de la part de médecins esthétiques qui souhaitent que certains patients, pas tous, mais certains patients, aient une prise en charge en drainage post-opératoire alors que c'est des injections. Ah ok. Voilà, ça peut. On a eu la demande depuis peu, mais il faut vraiment avoir l'autorisation parce que généralement, on ne travaille pas sur des injections. D'accord. Et sinon, alors donc, qu'est-ce qu'on doit forcément faire? C'est combien de séances avant une chirurgie, que ce soit sur le visage ou sur le corps? Il y a combien de séances avant, combien de séances après? Alors ça dépend du type d'intervention, ça dépend de la recommandation du chirurgien, parce qu'on suit la recommandation du chirurgien. Chaque chirurgien a un protocole post-opératoire défini. D'accord. Il y en a qui décident que ça soit 10 séances minimum, d'autres que ça soit 25. Il peut y avoir effectivement un port du vêtement de compression qui soit recommandé sur 15 jours, d'autres sur 3 mois. Donc on va vraiment suivre, chaque expert va suivre le protocole de chacun des chirurgiens. Ça dépendra aussi de la technique et de la technologie qu'il aura utilisé au bloc, mais aussi des antécédents du patient. Parce qu'effectivement, une personne qui a déjà réalisé 3 liposuctions en l'espace de 4 ans, elle aura peut-être plus, on va dire, elle sera plus sensible à avoir de la fibrose cicatricielle en excès, par exemple, ou une personne qui va malheureusement avoir une mauvaise hygiène de vie, elle ne va pas cicatriser comme une personne qui a 20 ans, 25 ans, qui a réalisé une intervention et qui a une vie saine. Est-ce que parfois ça inclut un coaching sportif? Parce que par exemple, quand on fait une abdominoplastie, on sait très bien que si on veut avoir un résultat qui dure, eh ben, il faut peut-être déjà avoir pris des bonnes habitudes avant, peut-être avoir remusclé parce que ce sera plus simple après. Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est important l'activité physique avant, puisque l'idée, c'est pas que la chirurgie, ça soit de la magie. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on puisse améliorer certaines zones du corps ou du visage, mais de toute façon, l'activité physique est bonne pour chacun. Donc, du coup, ça, c'est indispensable. Bien s'hydrater aussi. Et puis, reprendre une activité sportive en fonction évidemment des recommandations du chirurgien. Parfois ça peut être 1 mois et demi, comme 3 mois, comme 6 mois en fonction de l'intervention. C'est indispensable. C'est indispensable parce que ça va permettre aussi d'atteindre des objectifs de vie. Puis je pense que c'est nécessaire pour tout le monde aujourd'hui. Et vous évoquiez l'importance le côté émotionnel et la préparation mentale. Vous avez des techniques favorites parce que maintenant on sait qu'il y a, par exemple, on parle beaucoup de cohérence cardiaque, on dit que les gens pour déstresser ils peuvent faire la respiration en cohérence cardiaque et tout. Est-ce que ça c'est des éléments aussi qui peuvent être intégrés ou des conseils qui peuvent être délivrés? C'est une bonne question et je pense que on propose des accompagnements, bien sûr, où l'idée, en réalité, c'est plutôt de comprendre le déclic, la motivation. Parce qu'il y a un vrai sujet derrière ça. Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment réaliser une intervention? Parce que ma copine a fait quelque chose ou parce que je pense que je serais mieux comme ceci. Mais quelle est la motivation et le déclic derrière? Est-ce que c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours et qui a un vrai complexe? Ou est-ce que j'ai trop regardé les réseaux sociaux et je veux ce que l'autre a? C'est ça aussi. Et je pense qu'il y a aussi des traumas parfois d'enfance, parce qu'on accompagne beaucoup de patients, donc on connaît leurs histoires. Moi, j'adore poser la question de savoir qu'est-ce qui vous motive sincèrement. Il y a des histoires, beaucoup d'histoires. Voilà, il y a des personnes qui ont des complexes après des grossesses, qui voudraient retrouver leur corps, ce qui était mon cas. Il y a effectivement des personnes qui ont peut-être parfois une petite poitrine depuis toujours, et c'est quelque chose où pour elles se sentiraient plus en confiance. Voilà, vous avez des personnes qui ont vécu des traumatismes avec de l'inceste parfois, et qui ont
une image au corps qui est délicate. D'autres qui pensent effectivement trouver un mari en changeant un peu, en faisant évoluer leur corps. Il y a tellement d'histoires aujourd'hui, mais le plus important dans la préparation émotionnelle, c'est de comprendre son pourquoi. Oui, c'est sûr. De se dire, de ne pas y aller pour les mauvaises raisons. Parce qu'on a l'impression qu'on a une raison qui s'impose effectivement à soi. On pense que c'est cette raison-là qui fait qu'on va recourir au bistouri. Et finalement, derrière, on a une raison qui est un peu plus cachée. Et c'est celle-là qui va peut-être faire basculer notre rapport à notre corps après. Oui. Parce que finalement, si on ne sait pas donner les bonnes raisons, parce que par exemple, vous dites pour retrouver un mari ou pour... voilà, bon, là, on sait bien que évidemment, une chirurgie qui donne un résultat satisfaisant, on va se sentir épanoui et peut-être qu'effectivement on va rencontrer quelqu'un. Mais on ne va pas se faire opérer pour trouver quelqu'un parce que ça, comme ça ne marche pas. Hein. C'est connu. Voilà, donc c'est l'idée de travailler ça, c'est ça. Oui. Et les neurosciences aident beaucoup. Parce qu'elles vont aller chercher le pourquoi. Elles vont faire dire à la personne ah, je ne m'étais pas posé la question. C'est intéressant de me voir sous cet angle. Oui. Et ça, c'est une révélation pour beaucoup. Il y a des personnes qui nous contactent et qui finalement décident de ne pas faire de chirurgie. Oui, il y en a. Vous avez évalué le pourcentage dans l'accompagnement, quand on leur fait prendre conscience, on a peut-être 5% des personnes avec lesquelles finalement elles se rendent compte que ce n'est pas une finalité et que elles en ont vraiment peut-être pas besoin et qu'il y a peut-être d'autres choses intérieurement à travailler plutôt que de changer l'enveloppe corporelle. D'accord, non, c'est intéressant. Oui. Et ça représente un coût, une prise en charge pré- et post-opératoire. Il faut compter combien, une fourchette de prix Alors oui, ça a un coût parce que finalement, quand on décide de faire une chirurgie, on ne doit pas être pressé déjà. Ça doit être un plan, un projet qui est mûrement réfléchi. Et effectivement, quand on sait que ce sont les chirurgiens aujourd'hui qui le disent, et notamment les chirurgiens qui utilisent les dernières technologies, tout ce qui va être autour du body contouring, ces technologies doivent être accompagnées par des prises en charge manuelles, oui. D'accord, avec des protocoles justement sur le périopératoire. Les chirurgiens disent que c'est 50% du résultat. Donc aujourd'hui, ça serait dommage de ne pas anticiper cette charge, mais qui va avoir un impact direct sur les résultats. Donc effectivement, il y a des coûts. Il y a des coûts sur déjà toute la préparation. Donc il va y avoir des vêtements de compression, il va y avoir peut-être des échographies. Même en préparation, des vêtements de compression, y compris... pour préparer une chirurgie. Alors effectivement, avant une intervention, on vous fait normalement une recommandation, c'est qu'il faut avoir cette gaine pour le bloc opératoire. Ah, oui, c'est ici qu'on vous la met. Oui, et le fait de l'obtenir avant, évidemment que c'est un super conseil que de pouvoir porter sa gaine, l'essayer, surtout quand c'est sa première chirurgie, l'essayer, la porter 2 heures par jour, puis une après-midi, puis une nuit entière pour habituer le corps à la compression. Quand c'est votre première chirurgie, vous vous réveillez au bloc et vous n'avez jamais eu de compression du corps, vous avez l'impression d'étouffer. Oui. Vous avez l'impression que vous êtes compressé déjà par la douleur. Mais là, le fait de le préparer, de l'anticiper, de préparer le corps, ça fait partie de la préparation évidemment même émotionnelle, mentale, physique de ce qu'il peut y avoir pour mieux supporter la compression derrière. Mais pour revenir à la question, évidemment que 50% du résultat, ça serait dommage aujourd'hui de payer une intervention peut-être 10, 13, 15 000 euros en contouring par exemple, body contouring ou liposculpture, pour en avoir la moitié du résultat. Donc effectivement, il y a un coût, il y a la préparation, on peut aussi prendre des compléments pour aider le corps, il va y avoir le drainage lymphatique dont on a parlé pour aussi accompagner le corps à cette intervention, il y a le post-opératoire et puis il y a les vêtements de compression, accessoires, effectivement il y a un coût. Mais par exemple, après l'intervention, c'est quoi ? C'est une dizaine de séances de massage ou de drainage lymphatique, c'est à peu près un minimum, quoi. Oui, exactement. Généralement, c'est plutôt 10 séances qui sont recommandées et effectivement, ça dépendra... du protocole du chirurgien aussi. Oui, et de la récupération de chaque patient. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même un aléa. On ne sait pas forcément, que ce soit au niveau de la cicatrisation ou de l'œdème, voilà, on ne sait pas comment le corps réagit. Exactement, et chaque personne est différente, exactement. La récupération, elle peut être lente comme elle peut être rapide, ça dépend de beaucoup de paramètres. Oui, bien sûr.
Et est-ce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, donc les conditions aussi quand on rentre seul chez soi, mais parfois on rentre pas seul chez soi. Il y a la famille, il peut y avoir des enfants plus ou moins jeunes et tout ça. Est-ce que ça c'est des questions que vous abordez en tout cas, parce que c'est pas si évident que ça. Moi j'ai interviewé plusieurs personnes dans mon podcast qui avaient fait des chirurgies et qui disaient voilà, c'est vrai quand on rentre chez soi, on a un peu peur du regard de ses proches, les enfants selon leur âge, on sait pas trop comment leur dire pourquoi on n'était pas là et pourquoi on rentre, on a cette tête là ou voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez? Oui, on l'aborde même dans la préparation parce qu'on essaye de prévenir en fonction des interventions. Quand il y a des abdominoplasties et qu'on a des femmes qui vont rentrer chez elles et on sait qu'elles ont des enfants en bas âge, il faut absolument leur expliquer qu'elles ont besoin d'un soutien, alors que ça soit la sœur, la maman, le mari, mais elle ne pourra pas porter ses enfants pendant plus de 2 mois et demi, parfois même un peu plus, ça dépend. Mais voilà, en fait, la femme, quand elle s'opère, elle a l'équipe médicale, elle a le chirurgien, elle est dans une structure encadrée. Et d'un coup comme ça, le lendemain ou parfois même le jour même d'intervention, elle est un peu lâchée dans la nature. Elle a des feuilles, donc des ordonnances. Et puis après, elle doit se débrouiller toute seule, sauf qu'elle a déjà du mal à se mobiliser. Donc finalement, et il y a un vrai choc parfois pour certaines. Et c'est là que toutes les vraies questions arrivent et toutes ces interrogations. Et ici, il doit y avoir un vrai soutien. Vous en aviez parlé avant, enfin quand vous avez décidé d'aller vous faire opérer, bon, son proche, on en parle parce que... Pas toujours, hein. Pas toujours. Oui. Parce qu'on se dit, bon, la médecine esthétique, il y en a qui cachent les injections, mais quand on fait une chirurgie, on a quand même... ça se voit, enfin, il y a quelques... Non, alors, il y a des gens qui n'en parlent pas. Oui, même à leur conjoint, et elles décident de dire qu'elles partent avec des copines en vacances. Ou pas partir de moi non plus. Oui. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu des cas comme ça. Il y en a qui le disent pas à leurs parents aussi pour pas les inquiéter et puis aussi pour pas avoir les freins d'autres personnes, les limites. Donc du coup, elles préfèrent ne pas en parler. Puis c'est quelque chose aussi d'intime. Et puis derrière, effectivement, c'est douloureux, c'est difficile un peu pour elles parce que elles se confient pas. Donc on reste, nous, en tant qu'experts en périopératoire, le confident aussi à ce moment-là, c'est important. Oui. Vous en aviez parlé alors ? Alors moi, oui, j'en avais parlé. Oui, parce que j'étais déterminée et surtout parce que ça faisait plus de 7 ans que j'y pensais. D'accord, c'était bien ancré donc. Oui. Tout à fait. Alors, le nom de votre société, bon, il a changé, mais My Aesthetic Travel, donc ça évoque le voyage, le tourisme chirurgical esthétique. Et pour moi, j'y associe les packs avion, intervention, hôtel avec piscine, qui me semblent pas forcément compatibles avec une prise en charge post-opératoire efficace. Notamment parce que souvent on reprend l'avion le lendemain, donc voilà, est-ce que c'est compatible ce genre de... le fait d'aller se faire opérer loin de chez soi, est-ce que ça peut quand même marcher avec une prise en charge opératoire post-op efficace ou ça dépend Je vois 2 questions moi. Oui. Alors la première, c'est qu'effectivement on fait souvent le quiproquo de My Aesthetic Travel. C'est du tourisme esthétique. Alors, justement, je vais répondre à ce point. My Aesthetic Travel, c'est le voyage intérieur esthétique d'une personne. Okay. Donc, en fait, on ne propose absolument pas ce type de voyage ou de mise en relation avec des chirurgiens, même en France. Oui. Parce que nous, on est vraiment spécialisés dans le périopératoire. Donc, on a un centre de formation et une conciergerie. Mais la conciergerie, elle est dédiée aux patients. Donc en fait on facilite la mise en relation pour lutter contre l'abandon post-opératoire. Donc on ne peut pas adresser un patient à un chirurgien, déjà on serait plus du tout dans notre cadre. Oui, non, ça serait pas très... voilà, et puis c'est pas du tout notre rôle parce qu'on veut pas de responsabilité par rapport à ça et que c'est pas notre cœur de métier. Nous, ce qu'on veut, c'est, à travers mon histoire, moi, c'est de ne plus laisser une seule femme dans l'abandon sans réponse à leurs questions, sans prise en charge. Donc c'est surtout ça. Donc effectivement, My Aesthetic Travel, faut bien comprendre que c'est le voyage parce que c'est un parcours finalement. Oui, c'est sûr. C'est un chemin, un cheminement. Exactement. Donc c'est ça qui est à travers. Après, effectivement, on reçoit beaucoup de patients qui reviennent de l'étranger, que ça soit de la République dominicaine, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Tunisie, également de la Turquie. Mais il y a plusieurs raisons de se rendre à l'étranger pour réaliser une intervention. Il y a le coût déjà. Alors, il peut y avoir le coût. C'est le coût. Et maintenant, ça a évolué. Il y a la technique et la technologie maintenant. Parce que, par exemple, si on va parler de l'Allemagne ou de Madrid en Espagne, on a des spécialistes du lipodème et qui sont équipés de technologie où ils sont précurseurs dans la technique. Après, on va parler effectivement peut-être de la Turquie.
où on va plutôt être positionné sur la recherche low cost. Voilà. Oui, et donc du coup, quand on recherche des prix compétitifs, on n'a peut-être pas non plus les moyens de s'offrir une préparation pré et post. Oui, et c'est bien ça notre grand regret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'économie sur son corps. C'est l'enveloppe corporelle qu'on va garder toute sa vie. Et malheureusement, on le voit nous, on a des patientes qui nous contactent alors qu'elles sont encore à l'étranger, qui avaient, encore une fois, je pense mal que préparé leur... c'est exactement ça. Tout vient de la préparation et des attentes aussi. Parce qu'elles avaient les attentes tout de suite d'obtenir le résultat qu'on souhaite sans peine. Non, c'est pas possible. Donc effectivement, oui, on a des personnes. Et dans le cadre des chirurgies réalisées à l'international, à l'étranger, il y a une double vigilance à avoir. Effectivement, reprendre l'avion tout de suite. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation et d'éducation par rapport à ça, mais je veux dire, à l'étranger, il y a des packs qui sont réalisés. Donc, par exemple, des packs de 4 jours ou de 5 jours. Qu'est-ce qui empêche concrètement le patient d'ajouter des nuitées pour se mettre en sécurité? Rien du tout. À part son porte-monnaie, peut-être. Exactement, sauf qu'à l'étranger, vous savez que vous êtes en Turquie dans un 5 étoiles, la nuit coûte 45 €. Je veux dire, est-ce que pour 45 €, vous risquez votre vie et de rentrer et de faire, je sais pas moi, une embolie pulmonaire? Oui, bien sûr. Donc c'est ça aussi le sujet. Aujourd'hui, je pense que chaque personne doit prendre conscience que c'est pas parce qu'on vous propose 5 jours ou 4 jours inclus que vous pouvez pas rajouter 5 ou 8 jours sur place pour être sûr d'être dans de bonnes conditions quand on va rentrer. Oui, de toute façon, c'est vrai que le tourisme chirurgical, on l'évoque toujours dans un sens, c'est-à-dire quand on part de France pour aller le plus souvent donc chercher des interventions à moindre coût. Mais c'est vrai qu'aussi, j'avais déjà posé la question à des chirurgiens parisiens, c'est qu'il y a aussi des Américaines ou des Saoudiennes ou des qui viennent se faire opérer chez des chirurgiens à Paris. Et dans ce sens-là, on parle pas forcément de tourisme esthétique. C'est vrai. Mais donc l'idée, c'est que, en tout cas, quand on voyage, faut se préparer pour savoir qu'on prend pas l'avion. Oui, comment oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. C'est d'avoir une personne aussi qui accompagne. C'est très important. Vraiment, c'est un vrai soutien pour la personne sur place. Il y a des critères effectivement à respecter, et notamment le reprendre trop tôt, et puis aussi surtout avoir une personne qui vous attend à votre retour pour une prise en charge, parce que c'est là qu'on a besoin d'une infirmière, d'un spécialiste du périopératoire, parce qu'on est complètement à l'abandon au retour. Là, il n'y a plus le chirurgien, il n'y a plus l'équipe médicale, et puis on est à des kilomètres. Surtout, le problème, c'est en cas de complication, parce que ça, c'est un thème que j'ai déjà abordé, mais quand il y a un souci d'une intervention qui a été réalisée ailleurs qu'en France, les chirurgiens, ils sont pas forcément, ils se ruent pas pour prendre en charge les complications, parce que c'est le dernier qui touche et qui essaye de résoudre le problème, qui peut après être mis à mal par le patient s'il est mécontent. Donc c'est bon. De toute façon, notre thème, c'était pas le tourisme chirurgical, mais c'est vrai que c'est intéressant juste de le signaler, c'est que ça reste quelque chose de compliqué. Il faut être sûr aussi, quand on part à l'étranger, de pas s'adresser à n'importe qui ou à se faire opérer dans n'importe quelle condition, parce que quand on rentre, s'il y a un gros souci, on est quand même tout seul. Oui, tout à fait. Et puis moi, avec tous les patients qu'on accompagne, on se rend compte que finalement, ceux qui veulent faire des économies payent 2 fois. Oui. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui. Donc, à un moment donné, on est en Europe, il y a une réglementation qui est assez stricte. Oui. Quand on sort de l'Europe, c'est parfois plus compliqué, et notamment sur la Turquie, où effectivement, quand le patient revient, ni le chirurgien, elle ne trouve pas de chirurgien forcément sur place pour rattraper, ou encore une fois, nos institutions, comme les hôpitaux ou les cliniques, ne prennent pas en charge. Donc c'est très compliqué pour elle. C'est sûr. Pour en revenir à la consultation, quelles questions poser à son ou sa chirurgienne pour s'assurer qu'il ne va pas nous abandonner après l'intervention? Est-ce qu'il y a des choses imparables que vous allez nous dire? Oui, c'est ce que je disais. La première chose, c'est de toujours demander si le chirurgien ou la chirurgienne effectivement est inscrit à l'ordre des chirurgiens plasticiens. Ça, c'est Oui, c'est la base. C'est la base. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut comprendre un petit peu quelle est la spécialité du chirurgien. Donc, lui demander des avant-après de la chirurgie qu'on souhaite réaliser, avec éventuellement des patients qui ressemblent fortement au niveau de la corpulence, pour vraiment être dans quelque chose de réaliste. Et effectivement, même si c'est pas parce qu'une intervention a été réalisée sur un patient que je vais avoir ce résultat-là, mais pour comprendre un petit peu effectivement la technique, savoir si le chirurgien a été formé à des techniques ou des technologies qu'il va utiliser, comprendre un petit peu
quel est l'homme ou la femme qui se trouve derrière ce titre aussi. Poser les questions sur qu'est-ce qui est prévu dans le protocole du post-opératoire exactement. Comment est-ce que le chirurgien fonctionne actuellement? Est-ce qu'il préconise du drainage post-opératoire? Qu'est-ce qu'il préconise et recommande sur les vêtements de compression et les accessoires? Est-ce qu'il travaille avec des équipes, par exemple, d'infirmières, ou est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique ou émotionnelle? Voilà, tout ça, c'est des éléments. Est-ce qu'il y a un numéro qui sera, où quelqu'un répondra si on a une question après? Exactement. C'est très important d'avoir un contact. Voilà. Et puis aussi, c'est pour ça que nous, on a créé le label Safety Patient. Ça, c'est votre label, parce que je regardais, il y a un label aussi Sécurité Patient de la HAS. Je me demandais si c'était un label international, mais c'est votre propre label? Oui, c'est notre label international qui permet aussi aux chirurgiens de pouvoir faire prendre conscience aussi aux patients qu'il a une responsabilité, mais qui fait aussi partie de ce mouvement qui sécurise le patient grâce à un réseau où on va lui permettre d'être mis en relation rapidement en cas de besoin. Et oui, ça, parce que j'allais dire, là, vous avez prononcé une phrase qui me... vous avez dit la responsabilité du patient, et je suis la première aussi, moi, puis je l'ai fait longtemps quand j'écrivais pour le L, à dire qu'on a toute une responsabilité, il faut s'informer, tout ça. Mais chez les chirurgiens qui lâchent leurs patients après les interventions, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais vous n'avez pas fait » ou « Ça les concerne plus, c'est de la faute du patient ». Ils ont tendance à tout de suite dire « Ah, c'est vous qui cicatrisez mal, c'est vous ». Vous voyez, ils se déchargent aussi. Ouais. Donc, c'est compliqué. Mais c'est un très très bon point, parce que justement, là, ce qu'on permet avec le Safety Patient, c'est de pouvoir permettre aux chirurgiens de garder contact, c'est de poursuivre finalement l'exigence du chirurgien à travers notre réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infirmière qui va la prendre en charge ou le prendre en charge va se permettre de rentrer en contact avec le chirurgien en cas de complications, en cas de... et aussi pour les bonnes choses, pour l'évolution de l'intervention. Donc en fait, on lui permet de garder l'œil sur ses patients, peu importe là où ils habitent et peu importe là où ils décident de s'opérer. Mais alors, en repensant, vous, à votre propre expérience, est-ce qu'il y a des indices qui auraient dû vous sauter aux yeux et que, voilà, vous recommenceriez? C'était lesquels? Le chirurgien était expéditif. Ah voilà, ça c'est un... Ah oui, vraiment. Et j'osais même pas poser de questions parce que je me sentais... je sentais que je dérangeais. Oui. Donc, et comme c'était le seul sur lequel j'avais connaissance, et puis à l'époque c'était pas facile de dire est-ce que tu connais un chirurgien, est-ce que tu connais un chirurgien, parce que c'était aussi parler de ce qu'on souhaitait faire, de nos projets. Bien sûr. Donc oui, il était expéditif. Et en fait, un chirurgien expéditif aujourd'hui qui est pas en capacité de rassurer, ou avec lequel vous allez avoir un feeling, où il va vous expliquer, il va prendre le temps parce qu'il va comprendre que c'est pas un acte isolé, que c'est un vrai projet de vie pour vous. Effectivement, ça doit être c'est un indice, un red flag. Ouais, voilà, c'est sûr. Vous auriez aimé savoir quoi avant de vous faire opérer? J'aurais aimé qu'on m'explique les étapes. J'aurais aimé qu'on m'explique qu'effectivement je vais avoir de la douleur, que je ne vais pas récupérer tout de suite, qu'il va y avoir des étapes, que la gaine va être peut-être aussi inconfortable, voilà, et que je ne vais pas forcément avoir l'idée que j'avais en tête, par exemple, de la liposuction. J'aurais aimé comprendre... Vous aviez une idée, par exemple, pardon de vous interrompre, vous vous disiez, après ma lipo, je rentre dans tel... Vous aviez préparé un jean, par exemple? Évidemment. Oui, évidemment. De combien de tailles en dessous? Mais bien sûr, de taille en dessous. Et c'est vrai qu'en fait, si j'avais compris, ou si on m'avait expliqué que la lipo à cette époque-là, c'était pas du tout une solution pour perdre du poids, mais que c'était pour vraiment viser des amas graisseux qui étaient localisés et qui étaient difficiles à faire partir, évidemment que ça aurait été plus simple pour moi. J'aurais peut-être même pris la décision de ne pas m'opérer. Oui. Et en plus, j'ai été opérée, voilà, c'était sans explication, sans accompagnement, et j'aurais même voulu avoir des explications sur les compléments que j'aurais pu prendre avant pour booster mon système, pour être prête. Ouais, et puis bien sûr, je crois que émotionnellement et psychologiquement, j'aurais voulu avoir un soutien. Oui, ça c'est normal, parce que c'est quand même une agression, enfin une intervention chirurgicale, c'est, voilà, les chirurgiens le disent, c'est, on agresse la peau, les muscles, enfin voilà. Mais bien sûr. Mais la douleur... et puis la douleur, c'est, voilà, supporter la douleur, c'est... Moi je vais vous dire, là quand je me suis réveillée, si on m'avait dit, Mila, tu vas avoir la sensation de t'être fait rouler dessus par des camions toute la nuit, j'aurais voulu qu'on me prépare. Oui, bien sûr.
Et alors on dit qu'une chirurgie qui donne satisfaction, finalement on hésite moins pour la suivante. Vous, est-ce que vous avez fait d'autres chirurgies depuis, ou le fait d'avoir eu des complications, ça vous a vacciné à vie contre la chirurgie esthétique? C'est une bonne question. Alors, ça m'a vacciné longtemps, faut le dire quand même. Et puis quand j'ai commencé justement à enquêter et à me passionner pour la chirurgie plastique, reconstructrice et réparatrice, j'ai découvert aussi en Amérique latine une autre approche de la chirurgie, vraiment. Et puis toutes ces nouvelles technologies au service de la chirurgie ont fait qu'ils ont commencé à prendre en considération aussi de réduire la douleur. D'avoir aujourd'hui, par exemple, comme on parlait tout à l'heure de la rhinoplastie ultrasonique, qui peut être envisagée dans certains cas patients, mais avec laquelle on récupère rapidement, on n'a presque pas d'inflammation. Voilà, donc il y a une évolution aussi, et effectivement, oui, j'ai refait de la chirurgie derrière, et ça ne s'est pas du tout passé de la même manière parce que j'ai été préparée, parce que j'avais déjà accompagné beaucoup de femmes, donc du coup je connaissais les conseils que je me suis appliquée. Vraiment. Et vous avez fait quoi? J'ai fait de la PNL, j'ai préparé mon corps à l'intervention. C'était une intervention au niveau du corps? Oui, en fait la première n'avait pas fonctionné. Puisque je n'avais pas obtenu les résultats, parce que je n'avais pas eu tous les conseils à côté. Puis j'ai eu un relâchement aussi au niveau de la peau, parce qu'il y avait des irrégularités, parce que j'avais pas fait de drainage non plus. La gaine n'était pas du tout adaptée, j'avais la même depuis le bloc opératoire jusqu'aux 2 mois, alors que finalement mon corps avait évolué, mais la gaine n'avait pas été... on m'avait pas expliqué qu'il fallait la faire évoluer aussi, parce qu'elle ne servait plus finalement. Donc mettre une gaine de compression qui fonctionne et en avoir une qui soit plus du tout à la taille, autant ne pas en mettre en fait. Oui, bien sûr. Donc effectivement... Vous avez refait une lipoaspiration? Oui, c'est ça, avec une autre technologie. Et du coup, ça s'est très bien passé. J'ai une récupération extrêmement rapide, j'étais préparée, j'en avais envie, j'avais pas peur, et ça c'était génial, vraiment. D'accord. Mais vous l'évoquiez au début de notre entretien, vous parliez à l'époque, la chirurgie esthétique c'était tabou. Vous avez l'impression qu'en France, il n'y a plus le tabou sur la chirurgie esthétique, ou... Alors, je dirais, non, il y a une belle évolution. Aujourd'hui, on en parle plus facilement. Il y a eu les réseaux sociaux, un gros impact pendant le Covid, où finalement, où on prend la parole aujourd'hui. On explique son parcours, justement. On n'est plus à cacher pour laisser les autres, finalement, être dans la même situation. Je crois qu'aujourd'hui, on a ce devoir d'alerter, d'informer et d'accompagner. Là, on le voit sur le lipodème, par exemple. Il y a tellement de femmes qui ont été réalisées ce parcours, et elles préviennent les autres sur finalement qu'est-ce qui va aider, sur les avantages, sur les inconvénients, et ça je trouve ça génial de pouvoir partager. Parce que c'est une intervention assez compliquée quand même, en tout cas subtile, notamment quand on doit aussi passer la canule au niveau de la cheville et tout ça. C'est des zones qui sont très fragiles, il faut que ce soit fait de manière vraiment très par quelqu'un de très formé à la technique, c'est toujours pareil. Encore une fois, là sur le lipodème, il faut choisir des chirurgiens qui sont spécialisés uniquement là-dedans. Une par an, quoi. Exactement, parce que c'est délicat, et puis n'oublions pas que c'est une pathologie. Effectivement, on utilise des technologies aujourd'hui qui sont utilisées en chirurgie plastique, mais c'est une intervention où il y a une pathologie, il y a déjà une douleur avant, les femmes ont mal au niveau des membres inférieurs, et puis aussi au niveau des bras, et derrière c'est un vrai suivi, une récupération qui est beaucoup plus longue que sur une lipo classique, et il y a un vrai avant-après. Donc c'est très douloureux, on l'a évoqué récemment dans mon podcast, c'est vrai que c'est en plus très douloureux. Et alors pour vous, c'est quoi une intervention réussie? C'est une intervention avec laquelle on est aligné. Je dirais, qu'on désire parce qu'effectivement on sent qu'on en a besoin au fond pour nous-mêmes. C'est une intervention qui est réfléchie et qui est accompagnée et qui est anticipée. Et vous aviez des modèles, ou vous avez des modèles de femmes que vous trouvez, qui vous ont inspiré, ou est-ce que faut peut-être pas justement se mettre ça dans la tête d'avoir des modèles quand on envisage une intervention pour soi? Oui, je pense que ça, c'est un red flag. Oui, je pense, parce que je n'avais pas de modèle. En fait, j'étais mon propre modèle, je voulais juste une version améliorée de moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui viennent, les chirurgiens me l'expliquent, en consultation, en montrant une personnalité ou une personne, un corps, finalement, qu'on souhaite obtenir.
En fait, on est tous différents. C'est impossible d'avoir la chirurgie de l'autre. Et puis finalement, je pense qu'il faut, à ce moment-là, c'est là que les neurosciences, l'accompagnement est important parce qu'il faut comprendre son pourquoi à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on veut le corps de l'autre? Ça, c'est, je crois, il faut creuser, un vrai sujet. Ouais, un vrai sujet. Alors ma dernière question, c'est un rituel dans Injonction et Bistouri. Vous aimeriez vieillir comme qui ou comment? J'aimerais vieillir comme le destin est prévu. J'aimerais vraiment, voilà, je pense que je suis à l'aise avec mon corps. Je dis pas que la chirurgie que je réaliserai peut-être ou pas, je ne sais pas encore en fait. J'attends d'évoluer pour voir, mais je souhaite suivre ce chemin et voilà, comme moi-même. Pourquoi? En fonction de mes besoins du moment. Et peut-être avec la chirurgie esthétique ou pas. Et puis il y aura tellement d'évolution demain que si ça se trouve on prendra juste une pastille. Non mais je fais confiance à la science, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Mila d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre expertise sur la prise en charge périopératoire en chirurgie plastique. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Vous avez recouru à la médecine ou à la chirurgie esthétique? Vous êtes déçu ou vous appréciez vraiment le résultat et vous souhaitez partager votre expérience? Contactez-moi. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.